Bonjour, c'est le professeur Hervé Saint-Louis pour le cours 7CMM 210, Réglementation canadienne en matière de radiodiffusion et de télécommunication. Donc, si vous regardez présentement sur la première diapositive, vous allez voir quelque chose qui nous ressemble à Moïse. C'est une caricature de Moïse qui descend de la montagne avec les tablettes et qui dit, c'est une expression très connue, qu'on ne fera pas de faux témoignages sur quelqu'un. Donc, évidemment, ce thème-là a rapport avec les choses dont on va parler aujourd'hui. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, on va regarder la vie privée, la diffamation, et je vais parler du travail de recherche. Maintenant, on va regarder la vie privée. Donc, vous vous souvenez dans le cours précédent, théorie et pratique des médias émergents qu'on a fait la session dernière, on avait regardé certaines théories de la vie privée. On va regarder brièvement certaines de ces théories-là qu'on avait approchées, mais on va aller plus dans le légal et plus dans les lois après ça. Donc, juste comme point de discussion sur la vie privée. Mon copain, ma copine regarde mon téléphone pendant que je suis à la salle de bain et lit mes messages textes. Est-ce que ma vie privée a été violée? Pouvez-vous penser à un contexte où il s'agit d'une violation? Pouvez-vous penser à un contexte où ce n'est pas une violation? Ici, pour répondre à cette question, par défaut, un message qui est sur votre téléphone, message texte, vous appartient spécifiquement si vous êtes aussi majeur. Si c'est un téléphone qui appartient à un enfant, d'une certaine façon, les parents ont un droit de regard ou les gardiens légaux, un droit de regard. Mais ça dépend parce que c'est pas tout à fait complet. On sait que les jeunes filles ont le droit de se faire prescrire certains médicaments, genre la pilule, anticontraception, sans tout à fait avoir un regard des parents dans certains cas. Mais c'est assez limité. Donc, est-ce que si votre copain ou votre copine regarde vos messages textes durant votre absence, est-ce qu'il s'agit d'une violation? D'une certaine façon, oui, mais ça dépend aussi du contexte. Est-ce que vous lui avez pas permis de regarder vos messages textes? Donc, il faut répondre à cette question-là. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait d'une façon malicieuse? Est-ce qu'il y a une utilisation de vos messages textes? Un contexte où ça ne serait pas une violation, on pourrait parler de, il y a une urgence. Vous avez eu un accident, vous êtes à la salle de bain, vous avez eu un accident. Votre copain, votre copine va regarder le message texte pour trouver le contact direct de membres de la famille pour pouvoir les contacter durant une urgence. Est-ce que ce serait une violation de la vie privée? Pas vraiment, puisqu'il y a une situation d'urgence. Donc, il faut aussi comprendre que le contexte de la vie privée est limité au contexte. Donc, s'il y a une urgence, s'il y a utilisation de façon malicieuse ou il y a redistribution de l'information, là, ça devient une question de la vie privée. Mais par défaut, évidemment, il ne faut pas regarder les messages textes de son copain, de sa copine, sans son autorisation. La deuxième question. Un photographe prend une photo de moi pendant que je suis assis sur les marches de l'édifice H durant une manifestation pour l'environnement à l'UQAC. Est-ce que ma vie privée a été violée? Pouvez-vous penser à un contexte où il s'agit d'une violation? Pouvez-vous penser à un contexte où ce n'est pas une violation? Premièrement, il y a une décision qui a été prise il y a plusieurs années au Québec qui empêche les photographes, ça s'applique spécifiquement au Québec, qui empêche un photographe de prendre une photo comme ça d'un membre du public, juste comme ça, dans un contexte quelconque, même sur un lieu public. Cependant, si vous faites partie d'une manifestation, d'une démonstration, ainsi de suite, d'un regroupement public, c'est possible qu'on puisse prendre vos photos et les inclure dans un document pour informer le grand public. Donc, quelque chose à but journalistique, d'une certaine façon. Puisque vous êtes dans une manifestation publique, on s'entend que vous acceptez que votre visage soit enregistré et ainsi de suite. Il y aurait des exceptions, par exemple, si vous étiez un mineur. Si vous êtes un mineur, vous êtes dans une démonstration publique, probablement qu'on va brouiller votre visage. Parce qu'évidemment, on sait qu'on ne doit pas distribuer des informations sur les mineurs comme ça, même dans les médias. Donc, un contexte où il s'agit d'une violation, si vous ne faites pas vraiment partie de la manifestation, mais vous êtes juste à côté, peut-être qu'on vous a pris hors contexte et qu'on vous a inclus dans la manifestation. Ou ce ne serait pas une violation, vous vous êtes assis, vous faites un sit-in, vous êtes assis sur les marches et vous avez des revendications et ainsi de suite. Probablement qu'il n'y aurait pas de violation de votre vie privée dans le contexte québécois ici. Donc, certaines des approches théoriques qu'on a sur la vie privée. Peux-tu mentionner 3 des approches sur la vie privée que nous avons étudiées ensemble la session dernière? Peux-tu discuter des approches théoriques sur la vie privée que nous avons étudiées ensemble la session dernière? Évidemment, c'est un travail qui était supposé être fait en équipe ici. 3 approches qu'on peut regarder sur la vie privée, évidemment, ce sont les approches philosophiques, les approches de la théorie sociale et les approches juridiques, donc la loi. Donc, d'un point de vue philosophique, on dit souvent que la vie privée, c'est quelque chose qui a vraiment pris plus d'envergure juste avant Internet avec la préservation des données privées. Donc, on pourrait dire que les médias électroniques ont commencé à changer la donne et ont donné plus d'importance à la place à la vie privée. C'est quelque chose qu'on va retrouver, c'est un mouvement qu'on
qu'on va retrouver depuis 1973 aux États-Unis, où on a vraiment compris que, wow, la vie privée, c'est super important. Mais avec Internet, ce que nous dit Nissenbaum, c'est qu'avec Internet, les questions sur la vie privée ont pris encore plus de place dans nos vies. Si on regarde du côté de la théorie sociale, on peut regarder ce que l'état bureaucratique de notre très cher ami Foucault, qui nous parle de la surveillance. Donc, la surveillance comme étant quelque chose qui abroge le droit à la vie privée. L'état bureaucratique étant un état qui enregistre, qui classifie, qui note beaucoup d'informations sur le public. Si on regarde les approches juridiques, la loi, la vie privée, c'est une extension des limites de l'État. Donc, les limites de l'État, ce sont des choses qui nous viennent de très loin, qui nous viennent d'autres philosophes anglais en plus grande partie, où il y a une limite. On donnait une limite à ce que le gouvernement, à ce que l'État pouvait faire dans la maison de quelqu'un. C'est quelque chose qui nous vient plutôt d'un contrôle que la noblesse en Angleterre, en France, voulait imposer à la royauté pour empêcher la royauté de pouvoir juste rentrer sur les terrains, dans les maisons des gens pour s'approprier des éléments qui pouvaient être utilisés contre eux. Donc, c'est une des approches qu'on peut regarder du côté juridique. Certaines des approches qu'on regarde sur la vie privée, une des approches qui est très importante dans le cours précédent qu'on avait vu la session dernière et qui revient un peu d'une certaine façon dans le cours présent, c'est la différence entre la vie privée et la confidentialité. Donc, c'est quoi la vie privée? La vie privée, pensez du côté performance. C'est quoi la vie privée? C'est une espèce de performance. Si je m'en vais dans votre fenêtre à la maison et je me mets le nez dans votre fenêtre pour observer ce qui se passe chez vous, c'est vraiment un cas de vie privée. Mais un cas de confidentialité, on parle de confidence quand on a une information qui est transmise à un tiers. Donc, nous avons un tiers qui garde une information qui nous concerne et ce tiers a une obligation de ne pas retransmettre cette information-là. Donc, dès qu'on a une information qui est codifiée, qui est enregistrée, on parle de confidentialité. Donc, souvent, on utilise le terme confidentialité et vie privée, on les interchange, on les utilise un comme l'autre. Surtout en français où souvent le mot confidentialité va prendre le plus de place que le mot vie privée. Mais les deux termes ne sont pas tout à fait la même chose. Il y en a un qui parle vraiment du côté performance et l'autre parle vraiment du côté codifié de l'information. Donc, il faut faire attention avec ça. Mais vous allez voir dans les lois, ils vont souvent parler de vie privée tout en, dans les faits, parlant de choses qui concernent vraiment la confidentialité. Il faut juste être conscient de ces détails-là. Maintenant, on va commencer à regarder les éléments juridiques qui fondent ce qu'on appelle le traitement de l'information et qui influencent beaucoup les lois qui ont été rédigées sur la vie privée un peu partout dans le monde, surtout au Canada, à l'exception du Québec. On va voir pourquoi. Donc, on a ce qu'on appelle les pratiques équitables de traitement de l'information. On peut prendre l'acronyme PETI pour décrire le terme les pratiques équitables de traitement de l'information. C'est quoi un PETI? Bon, un PETI ou une pratique équitable de traitement de l'information, qui sont aussi appelés en anglais un Fair Information Practice ou un FIPS, c'est un document contractuel. Les PETI nous viennent souvent de l'OCDE. Les premiers PETI nous viennent de l'OCDE, qui étaient des documents contractuels pour donner des indications aux États, mais aussi aux grandes entreprises de comment traiter l'information des individus. Donc, on peut dire des petits que ce ne sont pas des documents contractuels qui sont centrés sur l'utilisateur. Ce sont plutôt des documents qui sont voués à protéger les gouvernements et les entreprises, les organismes qui traitent l'information des individus. Donc, il y a une différence entre une loi ou un cadre, une recommandation qui est vraiment centrée pour protéger l'individu et un autre qui est centré pour protéger l'utilisation qu'en fait un État, un organisme, une entreprise. Donc, les petits ont été créés pour donner un cadre d'utilisation à ces organismes-là, les États, les entreprises, de comment traiter l'information. Donc, ce sont des solutions collectives, on pourrait dire, qui ne sont pas tout à fait adaptées aux individus. Donc, il y a un côté marchandisation, il y a un côté mercantile aux pratiques équitables du traitement de l'information. Leurs origines ne sont pas des origines d'un point de vue philosophique ou humanitaire. C'est plutôt une origine capitaliste mercantiliste pour protéger l'utilisation de l'information par des tiers. Donc, évidemment, les petits ont tendance à favoriser les organisations, mais pas les personnes. C'est important de comprendre d'où ça vient, les petits, parce que la plupart des lois qu'on a sur la vie privée, sur la confidentialité, ont été inspirées par les pratiques équitables de traitement de l'information. Donc, évidemment, comme j'ai mentionné, les pratiques équitables de traitement de l'information, ça nous vient de l'OCDE, qui, dans les années 70,
ont commencé à travailler sur ça. Les recommandations de l'OCDE ont été adoptées par plusieurs États, dont le Canada, et plusieurs provinces canadiennes, dont l'Ontario. Les principes de base du premier petit qui nous a été donné par l'OCDE, vous savez que l'OCDE, ça veut dire l'Organisation de coopération et de développement économique. Donc, les principes de base, on a le principe de la limitation en matière de collecte. Donc, on veut limiter l'information qu'on veut collecter. On veut collecter seulement ce qui est utile. Ce qui n'est pas utile, on ne collecte pas. Si j'ai pas besoin de votre numéro d'assurance sociale pour vous donner un service, alors je ne devrais pas le demander. Le principe de la qualité des données. Donc, il y a la pertinence de l'utilisation des données. Il y a aussi la finalité de l'usage des données au moment de la collection. Qu'est-ce qu'on veut dire par la pertinence? On veut dire que les données de caractère personnel devraient être pertinentes qu'elles doivent être pertinentes vis-à-vis les buts dont on a besoin de les utiliser. Donc, si j'ai pas besoin de données exactes sur votre numéro d'assurance sociale pour vous donner un service, alors je devrais pas le demander non plus et c'est pas quelque chose qui est utile. Est-ce que j'en ai besoin pour vous donner le service? Non. Alors, on le demande pas. On veut aussi que la qualité de l'information soit juste. On veut que l'information soit la bonne. Donc, il faut pas qu'il y ait d'erreur dans cette information-là. On a le principe de la limitation de l'utilisation. Qui a le droit d'utiliser mon information? Est-ce que la secrétaire de mon médecin à la clinique a le droit de regarder mon dossier au complet? Est-ce que l'infirmière a le droit? Ou est-ce que seulement le médecin aurait le droit de regarder mon dossier au complet? Est-ce qu'ils peuvent transférer mon dossier facilement d'un hôpital à un autre? Quelles sont les lois qui régissent ces choses-là? Donc, c'est une forme de contrôle pour se dire qui a le droit d'avoir accès à cette information-là. Il y a le principe des garanties de sécurité des données. Donc, évidemment, on veut que les données qui sont collectées soient protégées et qu'on garantisse leur sécurité, donc d'une certaine partie de leur confidentialité. Mais on veut aussi que les données puissent être partagées avec les gens qui en ont besoin. Donc, vous-même, vous devriez avoir accès à vos propres données, mais aussi les organismes qui en ont besoin devraient aussi avoir besoin de ces données-là. Et ceux qui n'en ont pas de besoin devraient être limités dans l'usage, aussi bien des personnes, donc du personnel, que des paliers gouvernementaux et ainsi de suite. On a le principe de la participation individuelle. C'est un principe qui nous parle plus de transparence ici. On a le principe de la responsabilité, évidemment. Donc, il y a une responsabilité de des gens qui utilisent cette information-là aussi. Ce sont les principes de base qui, souvent, ont orienté les lois sur la vie privée, sur la confidentialité dans la plupart des pays. On pourrait dire aussi que les pratiques équitables ou les petits de l'OCDE ont été très influencés par le cadre américain qui a été développé en 1973. Donc, la gouvernance de la vie privée au Canada, c'est un mélange fédéral-provincial. C'est très important de mentionner que le droit à la vie privée n'est pas mentionné dans la Charte des droits et libertés de la Constitution de 82. C'est quelque chose, par exemple, que les provinces, elles, souvent se sont donné le droit de rajouter dans leur charte ou dans leur déclaration. Donc, en Alberta, c'est le cas où on a la protection de la vie privée des gens dans le Personal Information Protection Act de la province de l'Alberta. Sauf que dans le cas en 2012 où le commissaire de la vie privée de l'Alberta a statué et aussi la Cour d'appel de l'Alberta a statué aussi que l'enregistrement de l'identité des personnes qui franchissaient une ligne de piquetage durant une grève, que l'enregistrement de l'identité de ces personnes-là était une atteinte à la vie privée de ces personnes-là. C'est un cas qui a été jusqu'en Cour suprême. Et la Cour suprême a décidé que le cadre de la loi de la vie privée de l'Alberta enfreint la liberté d'expression au Canada. Donc, on ne pouvait pas empêcher les grévistes qui voulaient enregistrer l'information. On ne pouvait pas empêcher ceci. C'est la Cour suprême qui a statué cette décision-là en 2012. Évidemment, la gouvernance de la vie privée, c'est différent de la gouvernance qu'on a aux États-Unis. Au Canada et dans chacune des provinces, on a ce qu'on appelle des commissaires à la vie privée. Il y a plusieurs cadres de loi sur la vie privée au Canada. Il y en a dans chacune des provinces, mais il y en a aussi une au fédéral. Ce qui est important de savoir, qui est un cas presque unique souvent au Canada, c'est que le commissaire à la vie privée du gouvernement fédéral, bien qu'il y ait des lois fédérales, il y a 2 lois fédérales sur la vie privée, on pourrait dire, vont laisser leur place aux gouvernements provinciaux. Donc, vont laisser la place aux commissaires et aux chartes de la vie privée, aux lois sur la vie privée provinciale. Donc, le gouvernement fédéral ici, le commissaire au fédéral sur la vie privée, dit c'est une pratique, c'est pas une loi comme telle, c'est vraiment plus une pratique. Vont donner préséance aux lois provinciales de la vie privée au lieu de donner préséance à la leur.
C'est très rare dans le cadre fédéral canadien où le gouvernement fédéral ou une entité du gouvernement fédéral va laisser sa place, va laisser la loi provinciale en pratique, je dis bien en pratique, avoir préséance sur sa propre loi. C'est qu'il faut se rappeler que les lois des provinces et les lois fédérales sont souvent assez similaires. Donc, pour empêcher les complexités, le commissaire de la vie privée au fédéral va souvent dire on va donner préséance à la gouvernance provinciale sur la vie privée, la confidentialité, en ce qui se concerne les Canadiens. Donc, si on est au Québec, le commissaire à la vie privée va donner préséance aux règles de la vie privée du Québec par-dessus celles du gouvernement fédéral. On va le voir dans quelques instants que ce qui est fait au Québec va beaucoup plus loin que ce qui est fait au fédéral en termes de vie privée. La même chose en Ontario. La province de l'Ontario va beaucoup plus loin sur la vie privée que ce que le fédéral, lui, fait. Comme on l'a vu plus tôt, la même chose avec l'Alberta, où jusqu'à ce que la Cour suprême statue que la loi de l'Alberta allait trop loin, c'est que c'est le même cas ici, c'est que la loi de l'Alberta, à l'époque, avant la décision de la Cour suprême, allait beaucoup plus loin que le cadre juridique de la vie privée du gouvernement fédéral. Donc, c'est très important de savoir, je le répète, que le gouvernement fédéral au Canada va toujours, en pratique, c'est pas une loi, mais en pratique, vont donner préséance aux lois provinciales au lieu de donner préséance aux lois fédérales. Je le répète, c'est très rare au Canada. On va regarder le cadre de la vie privée au Québec, c'est très important parce que comme je l'ai dit, le cadre de la vie privée au Québec va beaucoup plus loin que ce qui se fait au fédéral. Mais pour comprendre comment est-ce que la vie privée est gérée au Québec, il faut comprendre ce que j'appelle la gouvernance de la vie privée au Québec. Donc, c'est un élément qu'on n'a pas regardé depuis le début du cours. On a regardé beaucoup le côté fédéral de la gouvernance des droits humains, des droits fondamentaux. Mais on n'a pas tout à fait regardé le côté québécois. Mais à cause qu'on parle de la vie privée et plus tard dans le cours, on va parler de la diffamation, il faut maintenant regarder ce qui se fait au Québec parce que souvent, ces lois-là et les décisions qui sont prises autour de ces lois-là ont préséance en pratique, évidemment, je le dis bien en pratique, sur ce qui se fait au fédéral. Donc, en 1975, durant la Révolution tranquille, le Québec s'est doté d'une charte des droits et libertés de la personne. La charte des droits et libertés de la personne du Québec a préséance, donc, une autorité sur toutes les autres lois au Québec. Il y en a qui appelleraient ça une espèce de constitution du Québec, mais évidemment, le Québec n'a pas de constitution parce que le Québec n'est pas un État indépendant, ne peut pas avoir de constitution. Donc, il faut parler de quasi-constitution et non pas d'une vraie constitution puisque le Québec n'est pas un État indépendant, c'est encore une province. Seulement le fédéral, le gouvernement fédéral peut avoir une constitution. Il faut mentionner que la Charte du Québec des droits et libertés de la personne n'a pas préséance sur la Charte canadienne des droits et libertés, ni sur la Constitution, évidemment, qui fait partie de la Constitution du Canada, et ni sur les lois fédérales. Donc, la Charte du Québec, on va l'appeler la Charte, ça va être plus simple, la Charte du Québec, ne peut pas réglementer ce qui se fait au fédéral. Même si j'ai dit un peu plus tôt que, en pratique, dans le cas de la vie privée, souvent, les commissaires de la vie privée au fédéral vont donner préséance aux lois provinciales parce qu'elles vont beaucoup plus loin. Mais au bout de la ligne, s'il y avait un recours, s'il y avait une contestation, ce serait toujours la Charte des droits et libertés du Canada qui aurait préséance sur la Charte québécoise. Donc, un peu d'historique de notre Charte québécoise. La Charte québécoise, évidemment, c'est pas la première. Dans le contexte des autres provinces, on va parler plutôt de déclaration ou en anglais de Bill of Rights. Donc, il y en avait une en Ontario depuis 1944, il y en avait une en Alberta depuis 1946 et une en Saskatchewan depuis 1947. Les chartes de droits et libertés, celle qu'on a au Québec, a été inspirée de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui nous vient de l'ONU. La portée de la Charte québécoise va un peu plus loin que celle de ses voisines des autres provinces. Dans plusieurs cas, on pourrait dire à part l'Alberta. Souvent, dans le cas des chartes des autres provinces, comme celle de l'Ontario, ce sont des mesures antidiscriminatoires. On ne va pas discriminer contre tel groupe ici. La Charte québécoise va beaucoup plus loin que de restreindre la discrimination envers des groupes particuliers. Et elle va aussi plus loin que l'attribution de libertés fondamentales, comme la Charte des droits et libertés du Canada. La Charte québécoise, comme la Déclaration des droits de l'Alberta, protège les droits économiques des résidents de sa province.
Donc, en Alberta aussi, il y a une protection des droits économiques. Donc, les droits économiques, c'est le droit à la propriété. Le droit à la propriété, d'une certaine façon, est protégé en Alberta et est protégé au Québec. Le droit du travail, le droit de la grève, le droit à l'éducation sont des droits qui sont inscrits dans la Charte québécoise. Vous voyez que ce qu'on appellerait des droits sociaux aussi, qui ne sont pas inscrits dans la Charte canadienne des droits et libertés. Ce ne sont pas des droits qui existent dans la Charte fédérale. Mais au Québec, on a des droits sociaux. Le droit à l'éducation est un droit dans notre Charte québécoise. Un droit économique, ce serait le droit de la grève, le droit au travail. Je le rappelle, l'Alberta est une des seules provinces, à part le Québec, qui a aussi des droits économiques. Donc, les droits à la propriété sont protégés en Alberta aussi. Il n'y a pas de droit à la propriété protégé au niveau fédéral directement. La Charte québécoise régit les droits entre l'État et le citoyen et les citoyens. Donc, ça va beaucoup plus loin, encore une fois, que la Charte des droits et libertés du fédéral, parce qu'on régit vraiment comment les citoyens peuvent interagir entre eux. Quels sont les droits et libertés de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec? On a des droits fondamentaux. Le premier, tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Deuxièmement, tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Troisièmement, toute personne est titulaire de libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. Maintenant, quand on regarde le troisième point, celui-là, donc les droits titulaires de libertés fondamentales, on voit en pratique la différence entre la Charte québécoise et la Charte des droits et libertés du fédéral. Donc, tout comme le Bill of Rights ou la Déclaration des droits qu'on avait au Canada avant la Charte des droits et libertés, notre bonne vieille Charte québécoise peut être affectée par le gouvernement du jour assez facilement. C'est un document qui peut être modifié. On sait que le gouvernement Charest avait d'une certaine façon outrepassé le droit à la réunion pacifique et à la liberté d'association en limitant les gens qui pouvaient manifester durant les années 2010. Présentement, avec le gouvernement Legault, la liberté de la religion et même de conscience sont présentement affectées. Donc, le gouvernement Legault voudrait modifier la Charte québécoise pour restreindre l'utilisation de signes religieux. On voit ici que la Charte québécoise peut être modifiée par le gouvernement du jour. D'ailleurs, la Charte québécoise, contrairement à la Charte fédérale, a été modifiée souvent depuis son adoption en 1975. Ce n'est pas le cas de la Charte des droits et libertés du Canada, qui, elle, n'est seulement modifiée que par ajout de droits qui a été fait par les cours, par les tribunaux de fait. Donc, les tribunaux ont attribué rétroactivement le droit aux communautés LGBT, le droit aux gens transgenres, par exemple, ont été donnés. Ces droits-là n'étaient pas inscrits auparavant. Mais dans ce qu'on appelle le cas de la Charte fédérale, il n'y a pas eu de réduction des droits comme tel. Tandis que dans le cas québécois, le gouvernement du jour peut restreindre des droits que les Québécois avaient autrefois. De là, la différence entre la Charte québécoise et la Charte du fédéral. La Charte fédérale est constitutionnelle. Il nous faut un amendement constitutionnel. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, 7 provinces sur 10, dont la population des 7 provinces dépasse 50% de la population canadienne. C'est la seule façon de modifier ou de retirer un droit au Canada. Au Québec, un gouvernement majoritaire, comme le gouvernement Legault présentement, peut retirer des droits à un groupe. C'est très important de comprendre cet élément-là. Le quatrième élément important de la Charte des droits et libertés de la personne, c'est que toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On parle de réputation, donc on parle de diffamation. On va voir ça beaucoup plus tard durant le cours. Le cinquième élément, toute personne a droit au respect de sa vie privée. Encore une fois, la Charte des droits et libertés du fédéral ne mentionne pas la vie privée directement. On peut statuer qu'on a une certaine forme de vie privée, mais c'est pas statué clairement dans la Charte des droits et libertés du gouvernement fédéral du Canada. Donc, la Charte québécoise, elle protège la vie privée dans le secteur privé entre les individus au Québec avec des principes de base. Donc, notre charte, ça nous donne des principes de base pour réglementer la vie privée. Elle protège aussi le droit à la réputation, donc empêche la diffamation, mais les lois spécifiques qui réglementent et la vie privée et la réputation
réputation sont en pratique contenues dans le Code civil du Québec. Quand on parle de diffamation spécifiquement ou de réputation. La vie privée au Québec, elle est réglementée par le Code civil du Québec. Seule la loi ou le consentement d'une personne ou de ses héritiers peut justifier une atteinte à sa vie privée. Donc, la personne ou ses héritiers qui décident qu'est-ce que l'atteinte à la vie privée, d'après le Code civil du Québec. On a ensuite une loi qu'on appelle la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Ça, c'est la loi ou la loi 68 qui réglemente comment la vie privée est réglementée par les organismes, par les entreprises privées au Québec. Donc, évidemment, la loi s'applique aux organisations privées, aux entreprises, et non au public spécifiquement. La loi ne s'applique pas aux organismes publics, aux individus ou aux organisations qui sont sous la direction de la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Donc, les organismes publics, eux, sont réglementés par la loi fédérale. La loi sur la protection des renseignements personnels sur le secteur de la vie privée réglemente donc les entreprises au Québec. Mais si j'ai une entreprise qui a une charte fédérale, donc comme une banque, dont l'entreprise est réglementée par une charte fédérale, ce sont les chartes fédérales qui ont préséance ici. Maintenant, on va passer à la place de la vie privée dans l'économie de l'information en regardant le cas spécifique de Privacy by Design de Dr. Anne Cavoukian. Je vais vous inviter à regarder la vidéo YouTube que j'ai mis dans les liens à la fin de la présentation. C'est qui Madame Anne Cavoukian ou Dr. Cavoukian? Mais présentement, elle est professeure à l'Université Ryerson à Toronto, mais c'est l'ancienne commissaire à l'information et à la vie privée de l'Ontario entre 1997 et 2014. Après 2014, elle s'est retrouvée à l'Université Ryerson où elle enseigne les questions sur la vie privée et participe à beaucoup d'organismes et de mouvements sur la vie privée. Qu'est-ce que Privacy by Design? Privacy by Design, c'est quelque chose qui a été créé par Dr. Cavoukian durant les années 2000, mais qui a été développé au cours des années, qui est ce qu'on pourrait appeler la politique informationnelle de l'Ontario. Donc, c'est le cadre qui influence comment on peut utiliser l'information et la vie privée en Ontario. Pourquoi est-ce qu'on regarde le Privacy by Design de l'Ontario? C'est parce que c'est un des cadres les plus importants au monde présentement, qui influence comment les outils, les plateformes, des plateformes comme Google, des entreprises comme Netflix, peuvent utiliser l'information du public. Donc, le Privacy by Design est un cadre qui exprime aux entreprises privées comment elles peuvent utiliser l'information des utilisateurs, des gens sur leur plateforme ou les gens dans leur entreprise. Donc, si je suis une compagnie d'assurance, le Privacy by Design va me donner des règles assez claires de comment je peux gérer et utiliser l'information de mes utilisateurs. Le cadre Privacy by Design est très important dans l'économie de l'information et, on pourrait dire, est très influent un peu partout dans le monde. Bien qu'il ne gère pas à la lettre le côté opérationnel de comment appliquer la loi au jour le jour, il donne un grand cadre qui va beaucoup plus loin que la plupart des alternatives. Évidemment, le cadre Privacy by Design est inspiré par les petits qu'on a vus plus tôt. Donc, c'est quoi un petit pour vous rappeler rapidement qu'est-ce qu'un petit? Ce sont les pratiques équitables de traitement de l'information. Donc, le Privacy by Design est un petit qui est vraiment influencé par ce que fait l'OCDE. Donc, ça gère l'interaction entre les systèmes d'information et les humains grâce à une politique d'information proactive. La grosse critique qu'on pourrait avoir, évidemment, c'est le manque d'indication de comment l'appliquer au jour le jour, opérationnellement dans l'entreprise. Il y a des mesures qui ont été faites depuis, mais en général, ce sont des grands principes, de grandes idées, mais la grosse question, c'est comment les appliquer au jour le jour. Bien que le Privacy by Design se dit une mesure orientée vers l'utilisateur, il faut se rappeler que la plupart des petits ne sont pas centrés sur les utilisateurs. Donc, le Privacy by Design, comme plusieurs autres petits, veut gérer et protéger d'une certaine façon comment les entreprises peuvent utiliser l'information des gens, ce qui est contraire avec le cadre légal de la vie privée au Québec qui, lui, protège, on pourrait dire un peu plus, les gens et pas nécessairement protège les entreprises. Les principes de base du Privacy by Design, malheureusement, j'ai pas trouvé de traduction
définition claire et nette de Privacy by Design en français. Donc, c'est un cadre qui se veut proactif et non réactif. Ça veut dire qu'il y a des préventions et il y a des mesures que les gens doivent utiliser. Les développeurs qui créent des plateformes ou des systèmes d'information doivent créer les mesures et non pas les mettre après le design de la technologie. La confidentialité et la vie privée doivent être des paramètres par défaut. Donc, si je m'enregistre à une plateforme et la plateforme me demande de cocher est-ce que je veux rester logué par défaut ou de me dire veux-tu te décrocher, le Privacy by Design nous dit que par défaut, l'option de ne pas être enregistré, de ne pas rester enregistré sur la plateforme devrait être l'option par défaut et non pas une option que je dois cocher comme utilisateur. Donc, par défaut, le plus haut niveau de protection doit être donné à l'utilisateur et non pas le contraire. La fonctionnalité complète, ça veut dire que c'est l'expression gagnant-gagnant. C'est une expression que j'aime pas beaucoup, où le Privacy by Design veut aider les entreprises à pouvoir utiliser l'information des gens sans nécessairement affecter la vie privée des gens. Donc, c'est un cadre qui veut que tout le monde gagne à la fin. Si vous êtes assez critique dans les cadres de la vie privée, vous allez vous dire, mais est-ce que c'est vraiment possible d'être gagnant-gagnant tout le temps? Est-ce qu'il n'y a pas toujours quelqu'un qui perd au change? Donc, ça, c'est une de mes critiques personnelles du Privacy by Design, c'est que c'est très difficile d'avoir un système gagnant-gagnant où il y a toujours quelqu'un qui gagne. D'après moi, souvent, c'est l'individu qui va perdre. Mais ça, évidemment, c'est une opinion personnelle, d'après plusieurs analyses que j'ai faites dans le passé, mais il faut faire attention avec ça. Donc, le Privacy by Design se veut un système de sécurité bout en bout. Ça veut dire qu'il y a une protection des informations personnelles des gens du début et à la fin du cycle de vie du système d'information. Ça, c'est un bon principe. On veut que l'information soit protégée dès le départ, du début à la fin. Visibilité et transparence. Comment est-ce que l'information est utilisée? Pourquoi elle est utilisée? Le Privacy by Design veut que les développeurs, que les plateformes informent, que les entreprises informent les utilisateurs de comment leur information va être utilisée et pourquoi, à quel but. Il ne faut pas qu'il y ait de choses cachées. Finalement, le respect de la confidentialité des utilisateurs et le Privacy by Design se prétend être centré sur l'utilisateur. Bon, moi, j'ai d'autres opinions là-dessus, mais en théorie, c'est ce que prône le Privacy by Design. Pourquoi on regarde le Privacy by Design? Parce que c'est un cadre très important quand on parle de plateforme, quand on parle des choses comme Apple, le App Store, les téléphones Android, ainsi de suite, les ordinateurs, Windows, le macOS. Quelle information est-ce que Bell, Rogers, TELUS peut faire de vos informations privées? Votre compagnie d'assurance, votre banque. Donc, le Privacy by Design va gérer l'utilisation de votre information. Évidemment, c'est du niveau provincial en Ontario. Mais le cadre Privacy by Design, parce qu'il est influencé par les petits de l'OCDE, est quelque chose qui est facilement utilisable dans d'autres juridictions, dans d'autres pays, d'autres États, d'autres provinces, ainsi de suite. Maintenant, on va regarder le cadre de la loi sur la vie privée au Canada. Maintenant, il y a deux lois sur la vie privée au Canada. Il y a la loi sur la protection des renseignements personnels et il y a la loi sur la protection des renseignements personnels et documents électroniques, le LPRPDE. En anglais, on appelle ça le PIPEDA. Donc, la deuxième loi régit l'utilisation des documents des gens par les entreprises sous la juridiction fédérale. Donc, il y a plusieurs principes ici. On a le principe de responsabilité, le principe de détermination des fins de la collecte des renseignements. Donc, rapidement, je vais regarder. Si on regarde le principe de responsabilité, c'est une organisation est responsable des renseignements personnels dont elle a la gestion. Elle doit nommer une personne qui devra s'assurer de sa conformité à ces principes relatifs à l'équité. Le deuxième principe, la détermination des fins de la collecte de renseignements. Les fins auxquelles des renseignements personnels sont recueillis doivent être déterminés par l'organisation avant la collecte ou au moment de celle-ci. Le troisième principe, le consentement. Toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu'il ne soit approprié de le faire. Le quatrième principe, la limitation de la collecte. L'organisation ne peut recueillir que les renseignements personnels nécessaires aux fins déterminées et doit procéder de façon honnête et licite.
Je dis bien licite et non illicite. Le cinquième principe, la limitation de l'utilisation, de la communication et de la conservation. À moins que la personne concernée n'y consente ou que la loi ne l'exige, les renseignements personnels ne doivent être utilisés ou communiqués qu'aux fins auxquelles ils ont été recueillis. On ne doit conserver les renseignements personnels qu'aussi longtemps que nécessaire pour répondre à ces fins. Le sixième principe, l'exactitude. Les renseignements personnels doivent être aussi exacts, complets et à jour que possible afin de satisfaire aux fins auxquelles ils sont destinés. Le septième principe, la mesure de sécurité. Les renseignements personnels doivent être protégés au moment de mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité. Le neuvième principe, l'accès aux renseignements personnels. Une organisation doit informer toute personne qui en fait la demande de l'existence de renseignements personnels qui la concernent, de l'usage qui en est fait et du fait qu'ils ont été communiqués à des tiers et lui permettent de les consulter. Il sera aussi possible de contester l'exactitude et l'intégralité des renseignements et d'y faire apporter les corrections appropriées. Le dixième principe, la possibilité de porter plainte à l'égard du non-respect des principes. Toute personne doit être en mesure de se plaindre du non-respect par une organisation des principes énoncés ci-dessus. La plainte doit être adressée au responsable de la conformité, à la LPRPD1 ou le PIPEDA en anglais, au sein de l'organisation concernée, en l'occurrence le chef de la protection de renseignements personnels. Pour récapituler, j'aimerais indiquer que la loi sur la protection des renseignements personnels est régie comment le gouvernement fédéral, les autres organismes au gouvernement fédéral utilisent les informations personnelles des Canadiens, tandis que la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, le LPRPD1 ou le PIPEDA, elle régit comment les entreprises privées peuvent gérer, utiliser les documents et les informations personnelles des gens. Maintenant, on va se déplacer vers les États-Unis et on va regarder le concept de la vie privée aux États-Unis. La vie privée aux États-Unis est un droit qui dérive du 4e amendement. C'était une réaction contre le pouvoir des médias qui a été fait par M. Samuel D. Warren et Louis D. Brandeis, qui étaient des juristes, évidemment. C'est plutôt le cas où M. Brandeis s'attaquait à la famille Warren dans les journaux de Boston. Le futur juge Louis D. Brandeis, écrivant dans le Harvard Law Review, s'attaquait au pouvoir de la famille Warren qui possédait les journaux de la ville de Boston et qui utilisait ces journaux pour attaquer les citoyens très chevronnés de la ville. Donc, M. Brandeis a écrit un article très cité dans le Harvard Law Review qu'il fallait commencer à protéger la vie privée des gens et empêcher les médias de dire n'importe quoi sur les gens en partageant la vie privée des gens, des informations sur leur vie. Plus tard, M. Brandeis est devenu juge de la Cour suprême et c'est là que les choses ont changé. Donc, le droit à la vie privée aux États-Unis, si on regarde du côté historique, est dérivé du 4e amendement en réaction avec qu'est-ce qui se faisait par la famille Warren. M. Brandeis, qui est un juriste, a écrit et a commencé à travailler sur la vie privée en argumentant qu'on avait un droit de vie privée aux États-Unis. Le droit constitutionnel, on va revoir des choses qu'on a vues déjà du côté du Québec où on veut bloquer l'intrusion de l'État dans la vie chez les gens. Le 4e et le 5e amendement fait que le domicile a un caractère sacré et que c'est une atteinte que de rentrer dans le sacré, en guillemets, de l'homme, d'après les écrits à l'époque. Donc, il y a le côté, c'est comme ça qu'il faut comprendre la vie privée aux États-Unis, comment que ça a commencé comme droit. Donc, le droit à la vie privée aux États-Unis, au départ, évidemment, c'est presque jusqu'en Cour suprême des États-Unis, où la Cour suprême a statué sur le droit de contrôler la diffusion d'informations sur soi. Donc, il y a des classes qu'on appelle des classes de personnes, donc des enfants, des patients. Il y a aussi le type d'information, donc les déclarations de revenus, les données médicales, mais aussi l'ensemble de circonstances, donc une intrusion. Donc, la Cour suprême, elle, a fait des décisions là-dessus aux États-Unis. De ce côté-là, on regarde à des lois assez tôt, mais c'est qu'en 1974 qu'il y a eu les premières lois sur la vie privée aux États-Unis. Donc, la première loi sur la vie privée aux États-Unis, c'est le Family Education Right and Privacy Act de 1974. Il y avait aussi d'autres lois auparavant qu'on appelait le Federal Record Act de 1950, le Privacy Protection Act de 1980, qui a rajouté. Il y a des lois aussi spécifiques aux enfants et il y a des lois
pour la documentation électronique. Quand on parle de vie privée aux États-Unis, donc on parle de ce qu'on appelle des torts. Un tort, c'est quand on fait un mal à quelqu'un. Donc en anglais, on appellerait ça un privacy tort. Donc les 4 torts de base dans le droit américain qui protègent la vie privée sont l'appropriation ou le droit de publicité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est qu'on utilise l'apparence d'une personne, l'identité d'une personne, la marque d'une personne sans autorisation. Je vais prendre une photo d'un étudiant ici, puis je vais m'en aller sur un autre site, sur un média social, et je vais ouvrir un compte avec votre photo, puis je vais prétendre être vous. Mais ça, aux États-Unis, on appelle ça un tort d'appropriation. Donc, j'utilise votre droit de publicité, votre droit de contrôler votre propre image, vos images, votre personne. J'utilise ça et je porte atteinte en prétendant être vous, utiliser vos images. Ou, un cas typique, je peux avoir un magazine, puis sur la couverture, je dis qui est épais, les gens les plus épais en ville. Puis je prends votre photo, clique, puis je mets sur la couverture de mon magazine, puis je dis voici une personne épaisse au Saguenay. Ben, vous n'êtes pas une personne publique en passant, une personne privée. Donc, vous n'êtes pas une personne connue. Et je prends votre photo, puis je vous appelle le sans-dessin du Saguenay. Ben, dans un contexte américain, ce serait un tort que je vous porterais en m'appropriant votre droit de publicité, en prenant votre image et l'associant à autre chose. Il y a ce qu'on appelle l'intrusion dans la solitude ou l'isolement. Donc ça, c'est assez clair. C'est l'intrusion dans un espace qui est le vôtre, dans votre solitude, donc votre casier, votre boîte à mal, vos courriels, s'ils ne appartiennent pas aux courriels de vos employeurs. Et je regarde là-dedans vos courriels privés, votre casier, votre maison, et je m'en vais chercher des informations chez vous. Donc on appelle ça l'intrusion dans la solitude ou l'intrusion dans l'isolement de la personne. C'est un tort à la vie privée dans le contexte américain. Il y a ce qu'on appelle aussi la divulgation publique de faits privés. Donc, c'est révéler des faits embarrassants et privés qui n'ont qu'un but public, qui n'a pas d'importance publique. Donc, vous avez contracté une maladie récemment, vous êtes un citoyen privé, puis moi, je m'en vais divulguer ça dans le public. Je vais dire, vous avez eu telle maladie et telle affaire qui s'est passée avec vous. Mais c'est d'aucune importance pour le public de savoir que vous avez eu telle maladie. Et pourtant, je le révèle. Alors là, c'est la divulgation publique de faits privés. On n'a pas le droit de divulguer des faits privés dans le contexte américain qui vous regarde. Ensuite, on a ce qu'on appelle la fausse lumière aux yeux du public. Toi, en anglais, le false light in the public eye. C'est quoi ça? C'est faire du mal à votre réputation, dire des choses contre vous pour vous offenser dans le public. Donc, j'essaie de vous faire du tort en faisant de la fausse lumière, en révélant des choses dans le public de façon offensive pour vous faire un tort. Ben, c'est un tort contre la vie privée. Maintenant, quand on se fait accuser de tort à la vie privée, il y a des façons de se défendre d'une accusation de tort contre la vie privée. On peut prétendre, dans le contexte américain toujours, on s'entend, que ce qui a été révélé était d'actualité. Donc, il y avait un élément public que l'on devait révéler ceci. Un exemple flagrant, les taxes de M. Trump, son rapport d'impôt. Il y en a qui disent que parce qu'il est président des États-Unis, c'est une tradition que les candidats à la présidence remettent leur rapport d'impôt au public. Donc, si j'aurais quelqu'un qui irait révéler le rapport d'impôt public du président Trump au public américain, il pourrait prétendre que son rapport d'impôt est de pertinence publique et d'actualité, que c'est une information que le public a le droit d'avoir. On peut prétendre aussi que ce qui a été dit est véridique. Donc, si je dis que vous avez fraudé, vous avez volé quelque chose qui ne vous appartient pas, c'était une information qui était privée, mais je le dis au public, donc j'enfreins votre vie privée. Mais si c'est vrai que vous avez vraiment fraudé, que vous avez volé quelque chose, je peux prétendre que parce que c'était vrai, je peux me protéger d'une accusation de tort en prétendant que ce que j'ai révélé était véridique. Donc, c'est la vérité. Donc, j'ai pas menti. On a ce qu'on appelle la vue claire. La vue claire, c'est quelque chose qui est évident, qu'on peut voir facilement. Disons que vous marchez en ville, puis vous portez des couches d'adultes. Mais en marchant, on voit que vous portez des couches, parce que vous n'avez pas rempli votre chemise dans votre pantalon, puis on voit que vous portez des couches. Tout le monde le voit.
C'est pas un secret polichinelle. Le dire à tout le monde, oui, on pourrait prétendre qu'on brime votre vie privée, mais pendant que vous marchez en ville, on voit que vous portez une couche. Donc, on appelle ça la vue claire. C'est clair et simple de prouver que vous avez porté une couche. Vous l'avez porté, la couche. On l'a vu. Donc, on pourrait se défendre d'avoir révélé à tout le monde que vous avez porté une couche en disant que, vous marchez au centre-ville sur la rue Racine, on vous a vu porter une couche. Donc, c'était clairement et simplement visible que vous avez porté une couche. Donc, on n'a pas inventé, c'était le consentement. Le consentement, vous avez consenti à ce qu'une information sur vous soit révélée en échange, en contrepartie de quelque chose d'autre. Donc, une forme de considération. En contrepartie, vous avez été payé. Vous avez eu de la publicité gratuite pour votre blog. Vous avez reçu quelque chose de valeur en échange. Donc, vous avez consenti à ce qu'on révèle quelque chose sur vous en échange d'autre chose. Donc, on appelle ça une forme de considération. Il y a eu un échange. Donc, on pourrait prétendre que si vous avez accepté d'être publicisé, qu'on mette un lien à votre blog, que vous avez consenti qu'on dise toutes ces choses à propos de vous. Donc, vous ne pouvez pas prétendre qu'il y a eu enfreinte à votre vie privée si vous avez consenti à ce qu'on mette un lien vers votre blog. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des documents publics. Donc, vous avez été arrêté pour infraction, consommation en état d'ébriété. De fait de révéler cette information-là, dans le contexte américain toujours, c'est pas un tort à la vie privée. Pourquoi? Parce que c'est une infraction qui est documentée dans des documents publics. On peut aller fouiller et voir que vous avez eu une contravention la semaine passée. On peut aller fouiller et voir que vous avez été arrêté pour conduite en état d'ébriété il y a 3 semaines. C'est du domaine public. C'est enregistré dans un document juridique, donc c'est pas de la vie privée. On peut pas dire que si on dévoile que vous avez été arrêté pour conduite en état d'ébriété ou que vous avez eu une amende pour une infraction routière, dans le contexte américain toujours, qu'on a enfreint votre vie privée. Non, parce que c'était public. Maintenant, on va regarder le cas de la vie privée, puis ce qu'on appelle les guerres culturelles aux États-Unis, ou ce qu'on pourrait appeler les cultural wars en anglais. C'est quoi les guerres culturelles aux États-Unis? C'est tout un mouvement qui date de très longtemps, où il y a des gens de plusieurs groupes. Souvent, ce sont les gens plus à droite qui combattent des groupes plus à gauche. On pourrait dire qu'il y aurait des guerres culturelles entre les mouvements noirs aux États-Unis et des groupes républicains. Entre les groupes comme la NRA qui revendiquent le droit du port d'armes contre d'autres groupes aux États-Unis qui voudraient, eux, qu'on limite le port des armes. L'avortement, les groupes pro-choix et les groupes qui sont contre l'avortement se livrent une guerre à n'en plus finir depuis des années. Le droit des groupes homosexuels ou LGBTQ se livrent des guerres contre des groupes de droite. Tous ces mouvements-là font partie de ce qu'on appellerait les guerres culturelles aux États-Unis. Donc, vous avez eu beaucoup de cours en interculturel. Je pense que vous avez une certaine connaissance qu'il y a plusieurs groupes dans notre société. Il y a eu beaucoup de cas importants où il y a eu des cas où les guerres culturelles se sont mélangées avec des faits qui regarderaient de la vie privée. Par exemple, l'avortement. On a Griswold contre l'État du Connecticut de 1965. Ici, on a le juge, M. Douglas, qui disait que les droits énoncés dans la Déclaration des droits américains protégeaient les gens contre l'intrusion de l'État dans les relations sexuelles conjugales. Donc ici, l'État du Connecticut n'avait pas le droit de s'immiscer dans la vie conjugale d'un couple qui voulait faire un avortement. On dit ici que l'État n'avait pas le droit de s'immiscer dans leur vie privée. Il y a le cas le plus connu aux États-Unis sur l'avortement. C'est un classique. Roe contre Wade. Il y a un film là-dessus que je peux vous donner. Il va dans les liens à la fin. Je vais vous demander d'aller regarder le cas Roe contre Wade aux États-Unis, où on a protégé le droit à l'avortement aux États-Unis. Les groupes républicains, les groupes de droite américaine sont constamment en train de chercher une solution pour abroger le droit à l'avortement ou le limiter le plus possible. Donc, ça fait partie de la vie privée. Le droit des homosexuels. Il y avait eu un cas auparavant, Bowers contre Hardwick aux États-Unis, où un homme qui était en relation avec un autre homme a été arrêté pour sodomie dans l'État de la Géorgie, parce qu'il y avait des lois contre la sodomie en Géorgie. Donc ici, l'État de la Géorgie s'immisçait dans les pratiques sexuelles privées des gens en disant que certains actes homosexuels étaient illégaux. Cette loi-là a tenu jusqu'en 2003, où la Cour suprême a abrogé la décision antérieure de la Géorgie qui avait tenu à l'arrestation de 2 hommes qui étaient en pratique de sodomie. Donc il a fallu attendre en 2003 pour que la sodomie ne soit plus un
un acte criminel aux États-Unis. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle les guerres culturelles où on rentre dans la vie privée des gens, l'État rentre dans la vie privée des gens et ça fait partie dans le quotidien des gens. Donc, le droit des homosexuels, le droit à l'avortement, il y a toujours des questionnements là-dessus et c'est pas terminé. On va parler brièvement d'accès légal. L'accès légal, c'est quelque chose qu'on va regarder plus tard dans le cours, mais c'est quelque chose qui touche directement à la vie privée. Donc, c'est l'interception légale de communication, de fouilles légales et de saisie d'informations par l'État. L'autorisation pour avoir un accès légal doit être obtenue par une décision juridique. Les informations qu'on peut récolter, ce sont des informations qui sont en train de transiger ou des informations qui sont déjà stockées ou documentées. On va regarder un cas rapidement. Je vous invite aussi de regarder la vidéo YouTube associée. Le Code de Statistique Canada, on revient au Canada maintenant sur la vie privée. On va regarder le Code de Statistique Canada qui voulait utiliser les informations bancaires privées des Canadiens dans ces statistiques. C'est un cas qui a fait la une en 2018 où les Canadiens, beaucoup de gens et surtout des gens du Parti conservateur disaient « On ne veut pas que le gouvernement fédéral, Statistique Canada ici, puisse collecter des informations sur nos informations bancaires. » Est-ce que Statistique Canada, si on se base sur le cas des petits, donc les pratiques des petits. Vous vous souvenez, c'est quoi un petit? Les pratiques équitables de traitement de l'information. La question ici était, est-ce que Statistique Canada a vraiment besoin de l'information bancaire des Canadiens pour avoir une image des pratiques des Canadiens, des pratiques économiques des Canadiens? Il y a des gens qui disent que Statistique Canada n'a pas besoin de cette information. À vous de juger. C'est un débat qui était commencé. C'est pas un débat qui est terminé. C'est un débat qui est à suivre. Maintenant, on va regarder la diffamation, la deuxième partie du cours. On va regarder la diffamation. Donc, c'est quoi la diffamation? C'est l'acte de nuire à la réputation d'une personne, de la déshonorer ou de la discréditer. Il y a deux formes de diffamation. Il y a ce qu'on appelle le libelle ou le libelle diffamatoire ou la diffamation écrite. La diffamation écrite, c'est quand, par écrit, on écrit quelque chose qui nuit à la réputation d'autrui. Donc, j'écris un article dans un journal où je dis des balivernes sur quelqu'un. C'est de la diffamation écrite ou du libelle ou un libelle diffamatoire. Le libelle, c'est criminel. Et c'est séditieux au Canada. Donc, je répète, c'est quoi le libelle ou la diffamation écrite? C'est quand quelqu'un publie un message à votre sujet, genre sur Facebook. Quelqu'un pourrait vous accuser sur Facebook d'avoir agressé quelqu'un d'autre, un ami pendant qu'il était sous ou qu'elle était saoule. Si ce message est écrit sur Facebook, « Hey, toi, tu as agressé une telle pendant qu'elle était saoule ou il était sous. » C'est de la diffamation écrite parce que vous l'avez rédigé sur Facebook. La diffamation verbale ou ce qu'on appelle souvent dans les pays européens la calomnie, c'est quand on fait de la diffamation, mais par des gestes ou de façon verbale. On dit quelque chose. On accuse quelqu'un de quelque chose de façon verbale. Un exemple de ça, donc vous êtes en affaires et un de vos compétiteurs, c'est une émission de radio, prétend que vous volez de l'argent à vos clients, que ce soit vrai ou pas. C'est de la diffamation verbale. Si quelqu'un va à la radio et dit que vous volez de l'argent à vos clients dans votre entreprise, c'est de la diffamation verbale. Qu'est-ce qui arrive dans le cas où vous avez fait un plagiat dans un de vos travaux à l'université et quelqu'un qui est au courant du plagiat, un autre étudiant, informe d'autres personnes que vous avez fait un plagiat dans votre travail. Est-ce qu'il s'agit ici de diffamation? Oui ou non? En théorie, il n'y a pas de protection pour votre réputation si le propos est vrai. Un autre cas qui ne serait pas de la diffamation serait si quelqu'un à la télévision dit « Tous les vendeurs de voitures usagées sont des voleurs ». Un terme comme ça, ce serait une exagération. Mais une exagération ne constitue pas de la diffamation, à moins qu'elle vous vise personnellement. Donc, si je m'en vais à la radio, à la télévision, et je dis « Tous les vendeurs de voitures sont des voleurs », sans spécifier quelqu'un en particulier, c'est pas de la diffamation parce que j'ai pas spécifié une personne. C'est trop large parce que je parle de tous les vendeurs de voitures. Mais si je mets une photo de vous, puis je dis, ça là, c'est un vendeur de chars ici, puis comme tous les vendeurs de chars, c'est un voleur. Là, c'est de la diffamation. Donc, le libelle ou la diffamation écrite, c'est une atteinte à la réputation de quelqu'un. Il y a toujours une victime dans un libelle. Donc, il y a un demandeur. Il y a la communication, la publication ou la diffusion de cette diffamation-là à un tiers, à une troisième personne qui n'était pas concernée. Il y a un élément de faute, donc il y a quelque chose de faux, il y a une fausseté, il y a un mensonge qui a été fait.
il y a toujours un malice ou une négligence réelle. Et évidemment, il y a un dégât qui a été fait. Donc, il y a un tort qui a été fait. Maintenant, on parle de la malice réelle, la différence entre la malice réelle et la négligence. La malice réelle, c'est une déclaration qui est faite en sachant que c'est faux dès le départ. Le problème, c'est que quand on est une personnalité publique, une célébrité, une vedette, prouver la malice réelle est plus difficile que quand on est une personne privée, un individu qui n'est pas public. Maintenant, la négligence. La négligence, c'est une déclaration négligente sans vérification au préalable. Donc, vous dites quelque chose sur votre voisin qui n'est pas une célébrité, qui n'est pas une vedette. C'est une déclaration négligente sans vérification. Vous dites, ben lui, il frappe ses enfants. Mais vous n'avez pas vérifié. C'est de la négligence. Vous avez entendu des sons d'enfants qui pleuraient, mais vous n'avez pas vérifié pour voir vraiment si vraiment il frappait ses enfants. C'est une déclaration négligente qui n'a pas été vérifiée. Évidemment, encore une fois, pour un individu privé, le fardeau est moins lourd à prouver. Pour une vedette, une célébrité, c'est toujours plus lourd de prouver la négligence. Comment est-ce qu'on se défend du libelle? Ben, on se défend du libelle en disant que ce que l'on a dit, c'est la vérité. Donc, si j'écris que mon voisin frappe ses enfants, ben, si je suis capable de le prouver, ben, je viens de me défendre. C'est ce qu'on appelle le privilège qualifié. Le privilège qualifié, c'est tout ce qui est dit dans un parlement ou dans une cour. Si je traite le premier ministre de trou de cul pendant que je suis dans le parlement, à l'Assemblée nationale à Québec ou à la Chambre des communes à Ottawa, bien que c'est un manque de respect, mais comme député, j'ai quand même ce qu'on appelle le privilège qualifié. Dans cet espace-là, j'ai le droit de dire des choses comme ça. Mais du moment que je sors de la cour ou du Parlement, est-ce que j'ai le droit de traiter n'importe qui de trou de cul? Est-ce que j'ai le droit de dire que mon voisin a volé les pommes d'un autre voisin d'à côté? Non. Je peux le dire dans un tribunal, dans une cour. Je peux le dire au Parlement. Est-ce que je peux le dire dès que je sors dehors? Non. Parce que mon privilège qualifié cesse le moment que je sors de la cour, que je sors du Parlement. Il y a ce qu'on appelle un commentaire juste, qui est une autre défense au libelle. C'est une opinion qu'on ne peut pas prouver comme un fait. Si je dis que Ginette Renault est grosse comme la lune, est-ce que je suis capable de le prouver, ça? Pas vraiment. C'est un peu ridicule comme commentaire. Donc, il y a un côté ridicule. C'est un commentaire juste. On peut pas prouver. On peut pas prouver quelque chose comme ça. Maintenant, on va faire quelques exercices ensemble. En théorie, on les aurait faits en groupe, mais je vais les faire avec vous ici. Donc, si je dis Madonna ressemble à une grosse pizza, est-ce que c'est de la diffamation? Madonna, la vedette Madonna ressemble à une grosse pizza. C'est un peu ridicule. Donc, ce serait un commentaire juste. On pourrait dire, c'est un peu ridicule. Ça n'a ni queue ni tête. Donc, c'est pas quelque chose qu'elle pourrait utiliser pour se défendre. Qu'elle pourrait pas dire, ben lui ici, il m'a traité de grosse pizza. C'est un peu ridicule. Si je dis Capitaine America est un idiot, ben Capitaine America est un idiot, c'est pas vraiment une calomnie ou une diffamation. Pourquoi? Parce que Capitaine America n'existe pas. C'est un personnage fictif. Si je dis Stan Lee a volé le concept des X-Men de Doom Patrol qui appartenait à DC Comics, est-ce que c'est de la diffamation verbale? Ça dépend. C'est de la diffamation verbale si je le dis ou si je l'enregistre. Mais si je l'écris, c'est pas de la diffamation verbale, c'est de la diffamation écrite. Si je dis le premier ministre Doug Ford, plutôt je vais le dire en anglais, Premier Doug Ford used to sell drugs when he was young. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça, c'est un cas intéressant. Il y a des articles du journal anglais le Globe and Mail avec des preuves à l'appui qui prétendent que le premier ministre de l'Ontario, durant les années 80, quand il était jeune, vendait de la drogue. On remarque que M. Ford a évité de poursuivre le journal contre ces divulgations. On se demande pourquoi. Disons que c'était vrai. Tout ce que le Globe and Mail aurait à faire, c'est dire s'il avait écrit, donc c'était de la diffamation écrite ou du libelle, ils auraient juste à le prouver. Et d'après le Globe and Mail, ils ont des preuves solides que ça s'est vraiment bien passé durant la jeunesse du premier ministre ontarien. Pour se protéger, le Globe and Mail devrait prouver que c'est vrai ce qu'ils disent. Maintenant, je vais dire Doug Ford verkauft Drogen als jung war. C'est la même chose que j'ai dit mais en allemand. Que je dise en allemand ou que je dise en anglais ou en français, c'est la même chose. C'est une diffamation si c'est faux. Mais si je suis capable de le prouver, c'est vrai. Et c'est pas de la diffamation. Dans ce cas-là, je peux me protéger. Rappelez-vous que la calomnie ou la diffamation orale, verbale, c'est dit. C'est un geste où c'est dit. La diffamation écrite, c'est écrit. On l'écrit dans un journal, sur un blog. Pour qu'il y ait diffamation au Canada, on n'est pas obligé de
prouver qu'il y avait une intention. C'est pas nécessaire de prouver qu'il y avait une intention de faire du mal pour prouver une diffamation au Canada. Si la personne fait une déclaration sans méchanceté, mais que c'est faux, c'est quand même une diffamation. Les individus et les personnes morales peuvent être diffamés. C'est quoi une personne morale? C'est une entreprise enregistrée, une organisation, une société. Donc, les restaurants McDonald's du Canada. Si je dis les restaurants McDonald's du Canada servent des rats à la place de servir des vraies croquettes, c'est une diffamation contre les restaurants McDonald's du Canada. On pourrait être intenté pour ça. Il faut remarquer qu'un gouvernement ne peut pas être diffamé. On peut dire que le gouvernement fédéral a fait quelque chose de mal, mais on peut pas diffamer le gouvernement. On peut dire que le gouvernement de Legault a volé quelque chose aux citoyens, mais c'est pas de la diffamation. Cependant, si j'accuse un fonctionnaire, un ministre, une personne en particulier dans le gouvernement, ça peut devenir de la diffamation. Donc, il faut faire attention quand on dit ces choses-là. Le gouvernement, en général, peut pas être diffamé, mais l'individu qui sert dans le gouvernement, lui ou elle, peut être diffamé. Comment est-ce qu'on se défend d'une accusation de diffamation au Canada? Ben, dans le common law, donc pas au Québec, on peut dire que c'est vrai. Si je dis Madonna, elle mange ses crottes de nez, puis je suis capable de le prouver, ben, c'est vrai. Ben, c'est pas une diffamation. Si je suis capable de sortir la vidéo, regardez, elle mange ses crottes de nez, j'ai une photo, elle mange ses crottes de nez. Il y a les deux sortes de privilèges, le privilège absolu, puis le privilège qualifié, donc le commentaire fait de bonne foi, puis le privilège absolu, c'est les commentaires au Parlement, au tribunal. On a déjà vu ça. On peut se défendre d'avoir fait une diffamation parce qu'on était dans un tribunal ou au Parlement. Il y a le commentaire juste, comme je vous ai dit. Le commentaire juste, c'est vraiment une opinion. Madonna est une grosse pizza épaisse. C'est un commentaire. C'est ridicule. Mais si c'est vrai, Madonna mange ses crottes de nez, puis je suis capable de le prouver, puis c'est vrai, puis c'est d'intérêt public, toutes ces choses-là, je peux me défendre comme ça. Je peux aussi dire que ce que j'ai dit, c'était d'intérêt public. J'ai fait un commentaire d'intérêt public. Ici, on a le cas Grant contre le Toronto Star qui a été décidé par la Cour suprême du Canada. Est-ce que la publication était d'intérêt public? Donc, dans ce cas-là ici, le Toronto Star a dû prouver que, même si c'était d'intérêt public, qu'il a quand même agi avec diligence, qu'il a informé le public correctement, non pas pour nuire à la personne, mais pour informer le public. C'est un cas classique que vous pouvez vérifier. Au Canada, si le demandeur a consenti à la publication, donc vous promenez en bikini, le photographe vous demande « Est-ce que je peux faire une photo de toi? » Vous dites « OK », il vous met sur son magazine, mais vous avez consenti. C'est une forme de consentement, vous avez déjà consenti. Ou vous êtes une célébrité, puis vous parlez tout le temps de vos diètes. Puis à un moment donné, vous avez pris beaucoup de poids, vous avez perdu du poids, vous avez repris du poids, puis ils font un article sur vous avec vos diètes à n'en plus finir. Ben, le fait que vous ayez toujours parlé de vos diètes dans le public, puis que tout le monde sait que vous faites des diètes constamment, ben, vous ne pouvez pas dire qu'on vous a diffamé. Vous avez comme orienté la discussion pour qu'on parle de vos diètes constamment. Donc, si vous voulez pas qu'on parle de vos diètes, parlez-en pas en public. La diffusion innocente, ça veut dire que on veut pas accuser un tiers d'avoir une information qui a été partagée par quelqu'un d'autre. En d'autres mots, on ne va pas accuser une bibliothèque d'avoir un livre qui dit des mensonges contre une vedette. On ne va pas accuser une librairie de contenir un livre qui a des informations contre une personne. On ne peut pas poursuivre la librairie ou la bibliothèque ou le site web ou le fournisseur d'accès Internet qui parle d'un livre qui attaque quelqu'un d'autre. On ne peut pas accuser un tiers dans ce cas-là. On appelle ça de la diffusion innocente. C'est pas correct d'accuser une personne dans ce cas-là. On a ce qu'on appelle l'atténuation des dommages. C'est quand on s'excuse ou on fait une rétraction de qu'est-ce qu'on a dit contre autrui pour diminuer les dommages. Donc, vous avez traité votre voisin de frapper ses enfants. Ben, vous vous excusez et vous vous dites, je me suis trompé. Non, tu frappes pas tes enfants. Et je m'en excuse sincèrement d'avoir affirmé que tu frappais tes enfants. Mais dans ce cas-là, la peine va être considérée par les juges et la peine va être réduite. Il y a aussi ce qu'on appelle les poursuites bâillons. Les poursuites bâillons, c'est des poursuites souvent par des groupes qui vont intenter une poursuite contre quelqu'un qui va révéler quelque chose pour les empêcher de parler en public. Vous avez un parent dans un centre, un grand-parent dans un centre de personnes âgées pour la vieillesse. Dans ce centre-là, les personnes âgées sont maltraitées. Vous allez à une émission d'affaires publiques à la télévision, à la radio, et vous dévoilez ce que vous avez vu
le traitement qu'on a fait à vos grands-parents, à vos parents. Ensuite, le centre de personnes âgées décide de vous poursuivre pour vous fermer la bouche, pour vous empêcher de communiquer. Donc, on pourrait dire que c'est une forme d'intimidation pour vous empêcher de les critiquer. Ben, au Québec et en Ontario, les juges peuvent retirer ce qu'on appelle une poursuite de bâillon qui a été mise en place pour empêcher quelqu'un de critiquer autrui en public. Donc, les juges au Québec et en Ontario peuvent éliminer toute cause qui, d'après eux, a été mise en place pour intimider quelqu'un qui faisait une critique sur la place publique. Donc, disons que le centre de personnes âgées veut vous poursuivre pour avoir critiqué le traitement des personnes âgées à l'intérieur. Ben, le juge au Québec de la Cour supérieure pourrait juste retirer la cause et vous donner gain de cause. Donc, les poursuites de bâillon sont souvent utilisées pour clore une discussion, pour intimider, pour empêcher les gens de parler en public. Les atteintes à la réputation au Québec en particulier. Vous savez que c'est géré par le Code civil du Québec. C'est une atteinte au droit, à l'honneur, à la réputation ou à l'intégrité de la personne. L'atteinte de ces droits de la Charte peut être due à des propos verbaux ou écrits. Donc, on parle de diffamation écrite ou diffamation verbale, dont le but visé est une attaque. Vous pouvez avoir un recours, un gain de cause dans le Code civil prévu à l'article 1457. Mais pour avoir un recours, un gain de cause à une diffamation contre vous, vous devez prouver qu'il y a eu une diffamation. Une fois que ça a été fait, vous pouvez envoyer une mise en demeure aussi. Cependant, quand on parle de diffamation au Québec, vous avez seulement 1 an pour agir. Après ça, vous ne pouvez plus vous plaindre. Vous ne pouvez plus appeler ça une diffamation. Vous vous rappelez le cas du petit Jérémy? Pour que ce soit une diffamation, il aurait fallu que ce soit à l'intérieur de 1 an que ses parents se plaignent contre M. Mike Ward. Après 1 an, il était trop tard. Le genre de dédommagement qu'on peut recevoir sont des dommages moraux, des dommages matériels ou des dommages punitifs. Donc, les dommages moraux, évidemment, c'est la réputation. Les dommages matériels, on a dit quelque chose contre vous, ça vous a empêché d'avoir un emploi, vous avez perdu des biens, vous avez été congédié ou quelque chose comme ça. Et il y a aussi des dommages punitifs que vous pouvez demander. Aux États-Unis, le libelle, c'est défini par chaque État. Certains des États ont des lois anti-bâillons, certains n'en ont pas. Les agences gouvernementales aux États-Unis ne peuvent pas poursuivre autrui pour diffamation. Et les organisations qui republient du matériel diffamatoire ne peuvent pas être poursuivies. Donc, en d'autres mots, je suis un journal et je répète ce qui a été dit par un tel qui vous a accusé de trou de cul. Ben moi, comme journal, je me ferai pas poursuivre. C'est le même cas que la bibliothèque, la librairie qu'on a vu tout à l'heure ou le site web qui rapportait un fait qui a été dit par autrui ou qui vend un livre qui appartient à autrui. La preuve est toujours plus haute quand c'est une personne publique. Donc, le fardeau de la preuve est plus élevé pour une personne publique.